Bon, je suis très heureux d'être là, d'abord parce que j'ai beaucoup d'estime pour Grégory Leclerc, ingénieur maître en gestion de patrimoine. Vous savez que c'est un titre qui est donné aux meilleurs étudiants du cycle de Dauphine, donc sur la gestion de patrimoine. Et puis, appeler son cabinet Prudentia, je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est en lien avec la journée d'aujourd'hui, parce que, vous savez, moi j'aime beaucoup l'étymologie, l'origine des mots, la vérité au fond des mots. Et prudence, la prudentia, prudence, ça vient de providentia, c'est-à-dire voir en avant. Voilà, donc ça c'est tout un programme, et c'est vraiment parfait. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pierre Sabatier. De toute façon, j'adore toujours l'écouter, même si sur certains points, nous ne sommes pas d'accord, mais il y a des discussions. Vous savez, les économistes, c'est comme les montres. Si vous avez une montre, vous savez l'heure qu'il est. Dès que vous avez deux montres, vous ne savez plus quelle heure il est. Voilà. Et donc, voilà. Alors, en fait, pour l'instant, tous les économistes sont à peu près d'accord pour nous dire que l'immobilier va baisser. Alors, ce que je propose, c'est de passer en revue les raisons pour lesquelles on peut vraiment penser que l'immobilier va baisser. Alors, Grégory avait raison tout à l'heure d'insister sur les immobiliers, on aura l'occasion de le dire, mais pourquoi l'immobilier ou les marchés immobiliers vont baisser? Puis après, on verra que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça. Comme avec Pierre, vous n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure. On est suffisamment peu nombreux, justement, pour pouvoir vraiment échanger. Alors, déjà, question de principe. Comme vous êtes tous, si j'ai bien compris, des clients de Grégory Leclerc, j'imagine que vous êtes très informés, que par conséquent, la densité de compétences immobilières au mètre carré dans cette pièce est très supérieure à la moyenne nationale. Donc, je vais essayer de ne pas vous dire ce que vous avez l'habitude d'entendre. C'est un choix, c'est-à-dire qu'après vous pourrez me dire « Ah, vous avez oublié de parler de ceci, parler de cela ». Je vais essayer plutôt de donner quelques éclairages qu'on voit un petit peu moins. Premier éclairage, il y a une raison majeure pour laquelle l'immobilier doit baisser. C'est le même moteur que celle pour lequel il a progressé. C'est-à-dire, vous savez, on dit souvent, en France, le marché immobilier monte parce que nos politiques n'ont pas su construire suffisamment, donc il y a rareté, donc ça monte. Bon, c'est vrai. Mais pourquoi ça monte partout dans le monde? L'immobilier a progressé partout dans le monde. Je ne voudrais pas banaliser la France, mais on n'est pas un cas particulier. On a nos raisons françaises, mais ça a monté en Hollande, ça a monté en Allemagne, ça a monté aux États-Unis, et énormément. Et en réalité, il y a une règle très très simple, c'est que la quantité de monnaie a à voir avec la valeur des actifs. Qu'est-ce que sont les actifs? C'est l'immobilier. Je vous signale que c'est la moitié de la richesse mondiale. Et puis, c'est les actions d'entreprise. Et puis, c'est les emprunts d'État, puisqu'on peut aussi mettre son argent sur les emprunts d'État. Donc, vous avez une quantité d'argent que vont se partager l'immobilier, les actions, les obligations. Vous augmentez la quantité d'argent, tout ça, ça monte. Vous diminuez la quantité d'argent, tout ça, ça baisse. Donc, normalement, les actifs doivent baisser, et l'immobilier en particulier. C'est presque trop simple. Et ça éclaire quand même ce qui est en train de se passer, vous savez, sur le taux d'usure. On nous explique que la Banque de France rechigne à calculer différemment le taux d'usure, donc ça bloque les crédits, etc. C'est peine perdue de discuter. Parce que de toute façon, l'argent est moins facile et les banques centrales veulent que l'argent soit moins facile. Alors, la conséquence, c'est que les banques centrales, et la Banque centrale européenne en particulier, veut arrêter l'investissement sur le logement.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le logement fait peur aux banques centrales. Et là, on est sur un malentendu, un terrible malentendu. En France, nous avons, et c'est tellement habituel qu'on n'y fait plus attention, des crédits à taux fixe. Et on a des crédits qui sont donnés par la banque sur l'emprunteur. Autrement dit, l'emprunteur est solvable, on lui prête. Il n'est pas solvable, on ne lui prête pas. Mais avec ce système, on est pratiquement unique au monde. Et en tout cas unique en Europe. Vous allez en Hollande, vous allez en Angleterre, vous allez aux États-Unis, vous allez au Japon. C'est pas ça le crédit immobilier. On prête à taux variable déjà. Et ensuite, on ne vous prête pas à vous. On prête sur le bien immobilier que vous achetez. Ça veut dire quoi ? Quand les taux montent, ça fait une crise immobilière terrible. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir, aux États-Unis en particulier, des craquements du marché immobilier, parce que les taux montent. Et là, les banquiers disent, mais attendez, d'abord, les gens doivent rembourser plus, donc tous ne peuvent pas. Et puis, tous ne peuvent pas, ça peut commencer à faire des ventes, donc baisser un peu les prix. Et là, le banquier, il dit aux autres qui ont gardé leur logement, mais attendez, là, votre logement, il a baissé. Donc moi, j'ai plus assez de garantie. Il faut me redonner de l'argent. Et donc, il y a un effet vraiment d'entraînement. La hausse des taux pénalise énormément et les emprunteurs à taux variable et les marchés immobiliers de ces pays-là. Alors il y a deux débats. Le premier débat, c'est que la Banque Centrale Européenne voudrait obliger la France à faire pareil, parce qu'on est ringard, si vous voulez, on n'est pas comme les autres, alors que chez nous, c'est une belle sécurité. Mais surtout, la Banque Centrale, elle panique pour les marchés immobiliers européens, puisqu'elle est en train de monter les taux. Elle sait bien qu'elle est en train de les monter. Donc elle panique en général pour les marchés européens. Les réglementations descendent, et en France, on est obligé de les appliquer. Et donc, de toute façon, les banques doivent prêter moins à l'immobilier. Ce que je veux dire surtout, c'est que ce soit par la quantité d'argent globale, mondiale, au niveau macroéconomique, qui est en train de se contracter, ou par la volonté de prêter moins à l'immobilier, eh bien, de toute façon, il y a moins d'argent vers l'immobilier, donc il y a moins d'argent pour les acheteurs, et donc, normalement, il doit y avoir baisse des prix. Voilà, ça c'est la première raison sur laquelle s'appuient les économistes pour dire que l'immobilier devrait baisser. Alors il y a une deuxième raison qui est plus technique, mais qui est assez intéressante. Alors attention, hein, n'ayez pas d'émotion avec ce que je vais dire, vous êtes assis, et puis je vais édulcorer après. Hein, d'accord ? En bourse, et on dit toujours que la bourse anticipe, en bourse, si je prends les bureaux par exemple, les foncières cotées en Europe, donc des sociétés cotées qui ont des bureaux dans leur patrimoine, ont une décote de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le prix du bureau sur le marché tel qu'on l'estime aujourd'hui et le prix du bureau tel qu'on peut l'acheter en bourse, ça va du simple au double. Alors, ça ne veut pas dire que les prix des bureaux devraient baisser de 50%, pour plein de raisons. D'abord parce que ces sociétés sont quand même endettées, donc ça fausse un peu le calcul. Ensuite, d'ordinaire, les deux se retrouvent. C'est-à-dire que la bourse, elle exagère toujours, mais en tout cas, elle indique une direction vers la baisse. Et ça, c'est sur toutes les sociétés immobilières cotées européennes, quel que soit leur patrimoine. Donc c'est quand même un signal. Hein, un signal qui ne dit jamais de combien ça va baisser, mais qui donne toujours la direction. Hein. Alors, il y a une troisième, raison sur laquelle les économistes s'appuient pour dire que l'immobilier devrait baisser.
Pierre Sabatier en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que la démographie est en train de se calmer. Hein, on est quand même passé de 2,5 milliards de personnes sur la Terre dans les années 60 à 8 milliards aujourd'hui. C'est un peu normal que le prix de l'immobilier monte, parce que dans aucun pays, on a réussi à suivre complètement en construction la demande qui se faisait. Hein. Et alors surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le logement, par exemple, c'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de familles. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que l'INSEE a renoncé à la définition de la famille. Vous savez, c'est trop compliqué. Hein, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Donc pour l'INSEE, et c'est ça qui est amusant, une famille, c'est un logement. Autrement dit, vous avez un célibataire qui vit tout seul dans son studio, c'est une famille. Vous avez un frère et une sœur âgée qui ont décidé de finir leur jour ensemble, c'est une famille. Ou un ménage. Hein, c'est comme ça le terme technique de l'INSEE. Mais là, on a un problème aussi. C'est que, alors toujours selon l'INSEE, vous savez, il y a des très fortes études de corrélation, et vous connaissez la cause du divorce selon l'INSEE. Principale cause du divorce, principal facteur de divorce. Vous avez une idée? Les résultats de l'INSEE? Ben, c'est le mariage. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation parfaite entre les mariages et les divorces. Hein, je suis désolé. Alors, en gros, bon, enfin bon, pas besoin de... Toujours est-il qu'on est passé d'une société où on ne divorçait pas à une société où on divorce, disons, à un certain rythme. Et ça, c'est fini. Mais pendant qu'on augmente, on augmente le nombre de ménages par rapport au nombre de gens. Parce que si vous avez 2 familles monoparentales, eh ben, ça fait 2 logements. Hein? Or, ce facteur-là, il est stabilisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles demandes. Autrement dit, que ce soit par la croissance générale de la population, qui est un facteur très puissant. Hein. En France, on est quand même passé, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de 40 millions d'habitants à 70 millions aujourd'hui. C'est énorme. Hein. Et en plus, l'augmentation du nombre de familles sans augmentation du nombre de gens, bon, tout ça, c'est vraiment en train de se calmer, c'est fini, en sachant qu'il y a un virage dangereux, c'est la différence entre le global et le local. Hein, ça, c'est très très important à comprendre en immobilier, et notamment, l'un des résultats qui a beaucoup surpris dans ce qu'on a trouvé là, dans mon organisme, l'IEIF, à la fin des années 90, c'est que le facteur principal de la formation des prix dans une ville, ce n'était pas la démographie, ce n'était pas les divorces, ce n'était pas le niveau de vie, c'était le déplacement des ménages d'un endroit à l'autre. Le déplacement des Français d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que le local a énormément d'importance dans l'immobilier. Hein, on le sait, mais parfois on l'oublie un petit peu. Donc il faut faire très 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 attention aux moyennes. C'est-à-dire que ça se rééquilibre, on l'a vu avec le Covid, hein, et on le voit depuis. Après, c'est quand même intéressant de suivre les mouvements d'ensemble. Donc voilà. Alors, il y a une autre raison, après cette troisième, pour laquelle il n'est pas étonnant qu'on puisse penser que cette fois-ci, l'immobilier va enfin baisser. Je dis va enfin parce que depuis 2003-2004, je me dispute avec un certain nombre d'économistes. J'ai toujours rencontré depuis 2003-2004 des économistes qui me disaient le logement va s'effondrer de 20-25% demain matin. C'est obligé. Bon. 2003, 2007, 2011, 2015, 2019. Bon, ça ne s'est jamais fait. Par contre, ça va arriver un jour parce que tous les marchés respirent. Tous les marchés ont tendance à aller un petit peu trop loin, à se tendre, et puis un jour se détendre. Bon, comme on n'a pas eu de crise immobilière depuis 97, hein, on a eu la grande crise des années 90,
Mais depuis, ça n'a fait en gros que monter, et il y avait vraiment une vague d'ensemble. Bon, ça peut ne pas être étonnant que maintenant le marché respire un peu et se calme. Et puis, je dirais, dernière raison, toute simple, c'est qu'il y a quelque chose de très 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 simple en matière de prévision des prix, en matière de logement, encore une fois plutôt dans les moyennes, hein. C'est les transactions. Logement, c'est très simple, il y a plus de transactions, ça monte. Il y a moins de transactions, ça baisse. Il n'y a pas d'exception. Toujours comme ça. Or, aujourd'hui, le nombre de transactions baisse. Hein? Pourquoi ? Parce que les vendeurs, quand les prix ont l'air de baisser, ils se crispent un petit peu, et donc les transactions durent plus longtemps avant qu'ils baissent leur prix, ou il y a moins d'acheteurs, etc. Je veux dire que le nombre de transactions baisse. Ce qui veut dire que, en gros, si vous prenez les 5 facteurs qui sont ici, la fin de l'argent facile, la décote des foncières, la démographie qui se calme, tout marché respire, et puis un signal conjoncturel, le ralentissement des transactions. Voilà. Donc ça fait que, en gros, tous nos amis économistes sont d'accord pour dire que l'immobilier va baisser. Alors moi j'avoue, c'est-à-dire c'est une chose que je n'ai pas encore dit à notre ami Pierre, j'avoue que tout économiste devrait avoir une petite pancarte sur son bureau qui cite une phrase de Lewis Carroll. Vous savez, Alice au Pays des Merveilles, mais oui, mais Lewis Carroll a écrit plein d'autres choses, en dehors d'avoir été un mathématicien de très très bon niveau, qui a contribué à l'évolution des mathématiques, d'ailleurs dans certains domaines. Même dans ses livres de rêve, il n'a pas écrit qu'Alice au Pays des Merveilles, il a écrit, son dernier livre d'ailleurs s'appelle Sylvie et Bruno. Et dans Sylvie et Bruno, il y a une phrase que, à mon avis, qui devrait inspirer tout économiste qui se respecte. C'est la phrase suivante. Il était une fois une coïncidence qui était parti faire une promenade avec un petit accident. Pendant qu'ils se promenaient tous deux, ils rencontrèrent une explication, une très vieille explication, si vieille qu'elle était toute pliée en deux et ratatinée, et qu'elle ressemblait plutôt à une devinette. Voilà. Et moi, j'avoue que quand tous les économistes sont d'accord, je me pose des questions. Je me pose des questions et je me dis, est-ce que leurs explications sont suffisantes ? Alors, je ne dis pas que j'ai forcément les réponses, mais au moins j'ai des questions. Alors, je vais vous expliquer quelles questions j'ai. D'abord, moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que l'immobilier est un secteur d'activité, on pourrait dire, hein, un propriétaire qui loue son appartement, une compagnie d'assurance qui loue son immeuble de bureau ou un parc de logement, une SCPI qui loue ses immeubles, c'est une activité. C'est l'une des rarissimes activités économiques où le chiffre d'affaires est garanti sur plusieurs années par un contrat. C'est fabuleux, ça. Même Apple ou Google n'ont pas ça. Autrement dit, le bail 369, etc., etc. Ou des baux plus longs. Dans la santé, par exemple, puisque si j'ai bien compris, plusieurs d'entre vous sont dans les métiers de la santé, dans les cliniques, dans les maisons de retraite, les baux sont très longs dans certains pays. Vous achetez en Allemagne ou en Hollande des locaux pour accueillir des personnes âgées, vous avez des baux de 20 ans avec l'exploitant. Avoir un contrat de chiffre d'affaires sur 20 ans, c'est rare dans l'économie. Donc voilà quand même une spécificité économique qui permet de s'interroger. Est-ce que ça va agir comme le reste, supporter comme le reste la conjoncture ? Bon. Alors ensuite, Grégory Leclerc l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un mais plusieurs immobiliers. Et c'est vrai. Parce que quand on parle retournement du marché immobilier, on parle de certaines influences. Bon, le logement, on le sait très bien, ça dépend de la démographie, mais ça dépend aussi beaucoup du revenu des ménages. Bon. Le bureau, ça dépend de la prospérité économique, beaucoup plus dans les activités de service. Alors, service, aussi bien dans l'industrie. Hein, une entreprise industrielle peut avoir son siège.
hein, ou des services marketing, ou des services financiers, ou etc., etc. Mais la prospérité économique, c'est pour les bureaux. Donc vous avez en fait essentiellement de l'immobilier économique et de l'immobilier démographique. L'immobilier démographique, comme celui de la santé, par exemple, est très peu lié à l'économie, en fin de compte. C'est très inerte par rapport à l'économie. Alors que si vous achetez des commerces, ou propriétaires de commerces, là, vous êtes très lié à l'économie. Hein, le logement est entre les deux. C'est un peu économie, un peu démographie. Et parce qu'il y a plusieurs immobiliers, et qu'en plus, l'immobilier, ce n'est pas un marché au sens boursier du terme, ou au sens marché de légumes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ventes. Il y a très très peu de ventes en immobilier. Les logements en France, il y en a 3% qui bougent chaque année. C'est rien. Ça veut dire que 97% des propriétaires n'ont pas bougé. Alors quel point de vue on prend ? Le propriétaire d'un appartement ou de part de SCPI, donc de patrimoine, par exemple immobilier d'entreprise, lui finalement, est-ce que la valeur de son bien a de l'importance ? Pas forcément. La valeur instantanée. Donc il y a là un facteur d'inertie. Hein, on a vu tout à l'heure un premier facteur d'inertie avec le fait que les vendeurs ne veulent pas que ça baisse. Ce qui n'existe pas en bourse. En bourse, quand ça commence à baisser, on se précipite pour vendre. Dans l'immobilier, on freine. Vous voyez ? Donc, il y a facteur d'inertie. Alors, maintenant, parlons d'inflation. Alors, au niveau macroéconomique, j'avoue, mais nous avons de très sympathiques discussions contradictoires avec notre ami au fond de la salle. Je ne suis pas d'accord avec son analyse globale. Moi, je pense qu'on va vers une inflation forte et durable. Bon. On prend les paris, puis dans 5 ans, on en parle. Hein. Mais néanmoins, il y a quand même une fausse idée qui circule. Tout le monde a entendu que l'inflation était bonne pour l'immobilier. Permettez-moi de vous dire, examinons d'où vient cette idée. D'où ça vient ? Pourquoi on pense ça ? Alors, on pense simplement... on l'a toujours dit. Voilà. Alors, examinons l'idée. En fait, c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, dans les baux, dans le bail locatif, il y a le fait que le loyer sera indexé sur un certain indice. Et aujourd'hui, dans les indices d'indexation des loyers, il y a l'inflation uniquement ou en partie. Bon. Donc, il y a de l'inflation. On va supposer que les indices sont à peu près bons. Et puis, le loyer va augmenter comme les indices. Donc, c'est parfait. Mais une première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les locataires pourront suivre ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que déjà aujourd'hui, dans l'immobilier d'entreprise, le gouvernement a plafonné les indexations de loyer. Ah, tiens, on supplie les indices. Donc, il peut y avoir des normes, mais il peut y avoir aussi simplement que, imaginons que les particuliers ne puissent pas suivre. Donc, pourquoi dit-on que l'inflation est bonne pour l'immobilier ? C'est tout simple. Parce qu'en France, dans les années 60 et 70, il y a eu beaucoup d'inflation. Et l'immobilier a parfaitement suivi l'inflation. Il a parfaitement suivi l'inflation parce que les loyers ont suivi l'inflation. Et donc, les prix se sont ajustés. Et l'immobilier, c'est de là vient que sa réputation de valeur refuge. Valeur refuge contre l'inflation. Là non plus, il ne faut pas se tromper. Valeur refuge, qu'est-ce que c'est qu'un refuge, contre quoi, etc. Donc, immobilier, valeur refuge contre l'inflation. Mais qu'y avait-il dans les années 60 et 70 ? Il y avait une situation de prospérité et de croissance extraordinaire. Je voudrais juste rappeler qu'en 1960, le PIB par habitant en France, on prend toute la production du pays, on la divise par le nombre de personnes, tout le monde,
y compris les bébés et les vieillards. Et on avait 1 000 € par habitant. On approche un peu de la richesse, si vous voulez. En 70, donc après quand même quelques belles années d'inflation, le PIB par habitant était de 2 400 €. 140% de progression en 10 ans. C'est énorme. Et en 80, de 8 200 €. Ce qui veut dire que dans les années 60 et 70, le niveau de vie des Français ne s'est jamais autant élevé. Il y avait de l'inflation, mais on allait plus vite que l'inflation. Et puis les salaires montaient, etc., etc. Donc, dans une circonstance où les particuliers peuvent suivre, par exemple, pour le logement, ou où les entreprises peuvent suivre pour l'immeuble d'entreprise, ben l'inflation est bonne pour l'immobilier, sans aucun doute. Mais ce n'est pas une règle générale. Ça va dépendre. Autrement dit, s'il y a j'ai envie de dire, s'il y a de la douceur dans ce monde de brut, vous savez, si la récession n'est pas trop forte, si l'inflation n'est pas trop violente, si les mouvements géopolitiques ne sont pas trop durs, si, etc., si on reste dans des proportions relativement calmes, relativement paisibles, eh ben oui, un petit peu d'inflation, ça fera du bien aux valeurs immobilières, ça protégera. Mais si jamais un météorite tombe sur la Terre, c'est jamais. On est une période de pessimisme, alors allons-y. Mais si les situations de conflit s'enveniment, si la dualité Chine-États-Unis s'intensifie un petit peu, s'il y a vraiment un désordre avec la réorganisation des systèmes de production, distribution à l'échelle mondiale, bref, et puis s'il y a une récession très forte, moi je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire de la prévision économique, mais ça peut être doux, ça peut être violent. Disons que j'en sais rien. Dans ce cas-là, l'inflation ne sera pas bonne du tout pour l'immobilier. Point final. Ouais. Par contre, et c'est là le côté très salvateur de l'immobilier, c'est que si vraiment ça tourne mal, ben on va se réfugier vers les actifs réels. Tout simplement. Et le côté salvateur de l'immobilier actif réel, quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Donc, on peut très bien concevoir que, finalement, si les choses se passent assez bien, l'inflation indexera un petit peu l'immobilier. Si elle se passe de façon très brutale, il y aura un retour vers l'immobilier, et en particulier vers le logement. Parce que c'est un bien un peu primaire, si vous voulez. Donc c'est pas si simple, la baisse du logement. Imaginons qu'au cours de 2023, je ne veux pas du tout rêver ça, moi je souhaite que tout se passe bien, mais imaginons qu'il y a un gros choc. On pourrait très bien avoir une sorte de surinvestissement vers le logement. C'est quand même intéressant. Vous voyez, en 2009, par exemple, 2009, les pays européens ont connu des marchés du logement tragiques. Pas la France. Pour une raison différente. Parce qu'en France, on avait des taux fixes. Et donc, il n'y a pas eu le même choc sur les marchés du logement. Et en plus, les dirigeants de l'époque ont eu l'intelligence de faire passer un nouvel avantage fiscal juste en début d'année, à la fin de la crise. Enfin, vous savez, il y a eu Lehman Brothers en 2008, catastrophe. En Noël 2008, il y a eu l'avantage cellier. Donc, comme on était dans une situation de crise, d'incertitude, mais avec de l'argent, il y a eu des flux d'achat vers le logement, et finalement, le logement français a bien traversé la crise de 2009, pas du tout comme les autres pays, alors qu'il aurait dû baisser. C'est pour ça que j'essaye de faire la différence entre ça doit baisser, oui, mais que nous dirait Lewis Carroll ? Est-ce que nos explications sont suffisantes, fermées ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une petite devinette au fond ? Voilà. Et alors, maintenant, j'aimerais
non pas tout à fait conclure. Qu'est-ce qui nous reste? Ah ben on a du temps là, on a du temps. J'ai encore un petit quart d'heure, et puis après, par contre, je vous laisse me demander les prolongements, toutes les questions que vous avez, etc. J'aimerais terminer pour cette interrogation sur est-ce que l'immobilier va vraiment souffrir, parce que c'est ça l'idée. Hein. De toute façon, vous savez, quand on dit que l'immobilier est un placement long terme, ou quand on dit que les actions, c'est du long terme, c'est pas parce que la bourse a le sens du temps ou parce que l'immobilier a le sens du temps, c'est parce que vous allez vivre longtemps. Hein? Et donc, vous allez accompagner vos placements, ou vos placements vont vous accompagner. Hein? Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils vont bien traverser, est-ce que c'est plus ou moins le moment. Alors, vous savez, sur les marchés, il y a une loi fondamentale qui a été développée par un économiste qui s'appelle John Maynard Keynes, et qui a été redécouverte par une certaine Geneviève de Fontenay. Vous savez, la personne qui a créé les concours Miss France. C'est la même loi. C'est-à-dire que sur un marché, prenons un concours de beauté. Voilà. La question, c'est pas de savoir si la jeune femme est belle. C'est même pas de savoir si les autres vont penser que la jeune femme est belle. La vraie difficulté, c'est de savoir si les autres vont penser que la jeune femme est belle. Eh bien, c'est pareil en bourse. Et c'est pareil en immobilier. Alors là, je suis assez confortable pour vous en parler parce qu'en 2011, un de mes collaborateurs et moi-même avons fait une très forte déclaration pour dire maintenant, ça y est, pendant 20 ans, et pour l'instant, on n'a fait que la moitié du parcours, mais pendant au moins 20 ans, les investisseurs institutionnels du monde entier vont investir comme ils ne l'ont jamais fait vers l'immobilier. Et ça s'est produit. Et c'est toujours en train de se produire. Et ça va continuer. Donc c'est un petit peu technique, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est les investisseurs institutionnels? Vous savez, c'est les compagnies d'assurance, les fonds de pension. Aujourd'hui, on pourrait dire les SCPI, les OPCI. Le problème des instituteurs institutionnels, je suis en train de chercher un bout de papier parce que je me suis fait un petit calcul sur un coin de table et je ne le trouve plus, c'est pas grave. En fait, si vous prenez les investisseurs du monde entier, ben, ils ont beaucoup d'argent à gérer. Et le problème, c'est qu'en gros, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, il n'y a pas eu, on peut dire, de grandes pandémies au sens faire beaucoup de morts, hein, comme la peste noire au Moyen-Âge, etc. Il n'y a pas eu de grandes guerres, hein, il n'y a pas eu de Gengis Khan ou de Hitler. Hein. Il n'y a pas eu de grandes catastrophes climatiques. Et donc, l'épargne s'est accumulée. Et cette épargne, il faut savoir qu'elle est plutôt gérée sous forme pyramidale. C'est-à-dire quelques grands fonds qui gèrent l'ensemble. Parmi ces fonds, d'ailleurs, il y a un fonds du Parti communiste chinois, qui est l'un des grands fonds souverains, hein, ce qu'on appelle les fonds d'État. Vous avez le fonds norvégien, qui bénéficie des bénéfices du pétrole. Vous avez les fonds de pension américains, des entreprises, des universités, etc. On additionne tout ça. Alors, c'est un calcul qui est difficile à faire, mais je suis sûr d'une chose. C'est plus que 120 000 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si vous savez compter en dollars. Alors, je vais vous donner un truc. C'est un prof d'économie aux États-Unis qui a trouvé ce truc. Il dit, voilà, vous faites $1 égale 1 seconde. Donc, 1 million de dollars, ça fait les 12 derniers jours. Ça va. Hein? 1 milliard de dollars, bah, ça fait 32 ans.
donc 90. Alors c'était une autre époque, 90. Hein. On avait François Mitterrand et Michel Rocard. C'est le moment où Nelson Mandela a été libéré de prison. C'est le moment où des films qui pourraient plus sortir aujourd'hui, comme Pretty Woman, hein, est sorti. Voilà. Mais on se repère encore à peu près. Maintenant, 1000 milliards de dollars, bah, ça fait 32 000 ans. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Mais vous voyez, pour voir un peu les ordres de grandeur. Donc, 120 000 milliards de dollars. Ça, c'est le minimum de la richesse, disons, des actifs gérés. Hein, vous pensez à l'argent que vous avez confié aux différentes structures que vous a recommandé Grégory. C'est du géré. Hein, des OPCVM, des SCPI, etc. Bon. Le problème, c'est que 2008 a été un moment terrible pour les gestionnaires de ces grands fonds. C'est que leur raisonnement, comme par exemple le couple risque-rentabilité, n'ont pas tenu. Ils ont perdu plein d'argent. Et donc, après le choc Lehman Brothers, après 2008, ils ont réfléchi et se sont dit que pour l'analyse de leur portefeuille et pour l'analyse de leur diversification, je ne vais pas rentrer là dans les techniques, mais en gros, ce n'était pas au point. Il leur manquait des ratios. Et c'est ça que je vais expliquer techniquement, parce que vous allez comprendre que la conclusion de ces investisseurs institutionnels, c'est on n'a pas assez d'immobilier dans nos portefeuilles. Or, si 120 000 milliards de dollars veulent passer de 7% à 10% de leur portefeuille, ou à 12%, ça fait des flux d'investissement absolument extraordinaires. Et ça, c'est un soutien pour les marchés immobiliers s'il y a des acheteurs. Alors, quel est le problème d'un fonds de pension ou d'une compagnie d'assurance? Ben, c'est le 31 décembre. Ben oui, il y a le bilan de fin d'année. Ils doivent être à l'équilibre en fin d'année. Or, si la bourse a baissé de 50% comme en 2008, ils sont où mes comptes? Je suis en catastrophe. Comment je vais distribuer mes pensions? Alors, de ce fait, ils avaient majoritairement des emprunts d'État, et puis un peu des actions, et un tout petit peu de l'immobilier. Seulement, voilà, le 31-12, il se passe quelque chose. Paf, on arrête les comptes. Alors déjà, il y a une première question, c'est la symétrie ou la asymétrie. Autrement dit, je ne sais pas si vous aviez lu les histoires du petit Nicolas, avec Alceste, sa tartine qui tombe toujours du côté du beurre. D'accord? Le problème, les surprises en bourse, elles sont à peu près bonnes, à peu près mauvaises? Non, les surprises, elles sont toujours mauvaises. Les chocs, ils sont toujours mauvais. Il n'y a pas de bonne surprise qui vous fait gagner 50%. Hein, ce qu'on explique, c'est que la bourse, elle monte par l'escalier, elle descend par l'ascenseur. Les surprises, les choses inattendues, que nos amis économistes n'ont pas vu venir, qu'aucun analyste n'a vu venir, qu'aucun grand financier n'a vu venir, l'inattendu, le choc, c'est toujours une mauvaise nouvelle. En probabilité, si vous voulez, en fréquence. Bon. Donc, l'asymétrie boursière est une catastrophe. Alors que, dans l'immobilier, c'est tantôt bon, tantôt mauvais. Mais il n'y a pas de grande surprise qui va faire baisser le marché immobilier de 50%. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Donc, le marché immobilier, en fait, est symétrique, où il a une asymétrie très faible, alors que la bourse, les actions, ont une asymétrie très forte. Et de même les obligations. Je suis désolé, mais les emprunts d'État, quand M. Powell ou Mme Lagarde décident d'un seul coup d'augmenter les taux d'intérêt, en fin d'année, vous avez un problème dans vos portefeuilles. Je peux vous dire que le 31 décembre 2022 a été un très mauvais moment
pour les grands investisseurs, avec les obligations qui avaient baissé, les actions qui avaient baissé. Autrement dit, le facteur asymétrie a joué contre eux. Donc, si tout dans mon portefeuille est asymétrique, je risque gros un certain 31-12. Et là, il faut penser à la petite histoire en même temps que la grande. Un gérant, quelle que soit son intelligence, il ne veut pas se faire virer. Donc il a intérêt à montrer des comptes assez bons en fin d'année. C'est petit comme raisonnement, je suis désolé, mais ça passe par là. Donc, si tout est asymétrique dans le portefeuille, après 2008, ces messieurs se sont dit, on ferait bien d'avoir un peu plus de placements moins asymétriques. Donc un peu plus, alors leur conclusion, c'était immobilier et infrastructure. Bon. Deuxième point, le kurtosis. Alors, vu l'environnement médical ou paramédical dans lequel j'ai compris qu'on était un petit peu, je vous précise tout de suite, ce n'est pas une maladie de peau, le kurtosis. Le kurtosis, c'est le mot grec pour courbe. Et je vais vous montrer deux courbes. Ça, c'est un calcul qui a été fait entre 1997 et 2020. On aurait pu rajouter les 2 années suivantes, mais voilà. Et on met les performances du CAC 40. Et combien de fois? Bon, le CAC 40, il a fait 3 fois 3%, 2 fois, moins 5%, 2 fois entre 0 et 5, et puis il a fait 4 fois plus que 10, et puis il a fait 1 fois plus que 50 en performance. Donc vous voyez que cette courbe est très plate. C'est ce qu'on appelle un kurtosis faible. Et le logement? D'abord, il n'y a jamais en une année plus que plus 10 ou moins 10. Même période. Et puis en gros, tout est entre moins 5 et plus 5. Kurtosis élevé. Donc, ce que se sont dit ces gestionnaires, parce que si une année, vous voyez, vous arrivez au 31-12 et vous êtes là. Aïe, 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 aïe. Et puis ça risque d'arriver un certain nombre de fois. Alors tant mieux si vous êtes là. Mais vous pouvez être là aussi. Donc, pour la sécurité des portefeuilles, on va réduire la kurtosis, on va renforcer la kurtosis. Donc, encore une fois, immobilier et infrastructure. Et il y a un troisième facteur. C'est que, au cœur de la théorie financière, de tous les modèles d'évaluation, etc., il y a l'emprunt d'État. On suppose que l'emprunt d'État n'est pas risqué. Alors, vous savez, les financiers, on les prend parfois pour de grands intellectuels avec des raisonnements extrêmement sophistiqués. En fait, c'est tout simple. Pourquoi l'emprunt d'État n'est pas risqué? Parce que si l'État ne peut pas vous payer, de toute façon, il prendra de l'impôt pour vous payer. Voilà, donc c'est sans risque. D'accord? Bon. Le problème, c'est que, en fait, l'emprunt d'État représente l'absence de risque, mais quand même, quand votre créancier, enfin votre débiteur, s'endette, on commence à se demander si c'est la bonne base de tous les raisonnements. Et donc, pareil, ces grands investisseurs ont voulu fuir un peu l'emprunt d'État. Que se passe-t-il? Voilà. Attendez, je regarde. Simplement, le zéro risque devient un peu flou. Donc, même si ce n'est pas très intelligent, on va penser un peu aux actifs réels. D'ailleurs, quelque chose qui aurait dû mettre la puce à l'oreille à beaucoup, c'est que beaucoup d'institutionnels absolument sérieux ont commencé à acheter des crypto-monnaies. Ça ne sonne pas juste, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas l'idée, on fuit un petit peu les mécanismes monétaires, on va acheter un petit peu d'or, un petit peu de crypto, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'immobilier. Et puis évidemment, on va quand même continuer avec la bourse et les emprunts d'État.
notamment parce que tout ça est extraordinairement liquide. Donc tout ça pour vous dire qu'en réalité, quand on raisonne sur comment va évoluer le marché immobilier, il ne faut pas oublier qu'il y a un acheteur structurel d'une puissance extraordinaire à l'échelle mondiale et qui adore l'Europe et qui adore la France. Donc, le fait qu'il y ait un acheteur, ou un type d'acheteur, après il y a toutes les physionomies, toutes les caractéristiques à l'intérieur de ces institutionnels, c'est quand même très rassurant. Voilà, je voulais vous donner ces éclairages. Et c'est plutôt des coups de projecteur sur certains aspects dont on entend parler, mais que je tenais à préciser. En résumé, si le monde reste calme, bon, les choses vont peut-être souffrir un petit peu, mais pas de problème. Si le monde devient très violent, en fait, il y a deux survivors, qui sont les actions d'entreprise et qui sont l'immobilier. Et il faudra faire son équation avec ces survivors. C'est-à-dire qu'on aura bonne traversée de crise. Il faudra être patient. Mais on pourra mieux traverser la tempête. Alors, je ne vais évidemment pas parler de bourse, ce n'était pas le sujet, mais c'est vrai que la bourse, à mon sens, risque de connaître une volatilité très très forte. Bah, tant mieux. Il faut juste s'y préparer. C'est une autre logique. Là où l'immobilier, alors après, ce sera vous qui me poserez des questions si vous voulez ou pas, mais l'immobilier, il y a aujourd'hui des façons d'investir en immobilier qui peuvent rajouter d'autres sécurités dans l'idée de traverser le temps. C'est vrai que les fonds comme les SCPI ont un avantage énorme, c'est qu'elles sont assez grandes pour pouvoir, par exemple, vendre des immeubles, faire des travaux dans certains, donc s'adapter un peu au sens dans lequel vont les choses. Voilà, c'était les éclairages que je vais vous donner, puis maintenant, à vous la parole. Oui. En pratique, si on résume, on nous dit des fois il faut vendre avant que ça baisse. C'est pas vrai alors. On nous dit il faut vendre avant que ça baisse. En pratique, c'est pas. Là, c'est le moment de vendre ou c'est pas le moment de vendre alors, c'est une extraordinaire question. Je n'ai pas dit excellente, j'ai dit extraordinaire. Je suis dans le cas actuel, donc c'est la question que je me pose en plus. C'est vraiment une question. Alors, vous voulez vendre pour aller sur la Lune ? Le problème, si vous voulez, c'est que, vous savez, Baudelaire disait n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. C'est vrai, quand tout est haut, il faudrait vendre. Mais vous allez aller où ? L'argent ne peut pas quitter la terre. Il ne peut pas quitter l'économie. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voudriez faire à la place ? C'est aussi la question à poser en face de celle-là. Alors, maintenant, quelqu'un qui n'aurait que de l'immobilier dans son patrimoine et qu'en aurait beaucoup, c'est peut-être le moment d'en vendre une partie pour se dire, quand la bourse aura des émotions, des humeurs, des chagrins, j'aurai du cash pour rentrer au bon moment. Vous voyez, par exemple. Ou c'est le moment de se dire, tiens, on ne sait pas où on va, Monsieur Poutine n'est pas prêt de recevoir le prix Nobel de la paix, est-ce que c'est pas le moment d'avoir un tout petit peu, peut-être 2, 3, 5% de mon patrimoine en or ou en bitcoin ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous ne pouvez pas raisonner, je vends. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vends pour faire quoi ? Alors, ça c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui savait quand vendre. Ça n'existe pas. Et je sais qu'on en a parlé avec Grégory Leclerc, puisque j'ai écrit un jour un article que, en fait, Google a beaucoup aimé à une époque, qui était l'investisseur qui gagne. Où je montrais, j'ai pris l'histoire d'un architecte qui a pris sa retraite en 2013. Alors je suis désolé, je n'ai pas les graphiques ici. Quoique, si on a Internet ici, on peut peut-être le trouver.
Donc je vais vous raconter une histoire que je trouve assez impressionnante. Alors elle est très cruelle pour Pierre Sabatier et elle est très cruelle pour moi. D'accord? Donc là on est à égalité pour une fois. Hein, parce que d'habitude c'est moi qui ai raison, c'est évident. Hein. Mais elle est très 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 cruelle. Alors qu'elle est formidable. On va sur le site. Merci. Alors. Vous voyez, là, vous avez le site Pierre Papier. Quand vous allez dans Guy Marty, etc., c'est fait exprès. Il y a des billets où il y a beaucoup d'histoires, de culture, etc., des histoires extraordinaires. Je pense que c'est là. Toc, 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 toc. Eh ben non, c'est pas là. Bon, alors c'est donc dans les analyses. Ah non, pardon, je sais où c'est. C'est dans Tout savoir, le guide de l'investisseur, quand l'investisseur gagne. Comme ça, je vous montrerai les graphiques. Voilà. Vous avez un garçon. On a 3 minutes là. Ouais. Vous avez un garçon qui est né en 52. Bon, c'est un peu ma génération, je suis désolé, la plupart d'entre vous êtes beaucoup, beaucoup plus jeunes. Mais ayez un peu du respect pour ceux qui ont vécu, s'il vous plaît. Il est né en 52, il a 20 ans en 72, et là, ses parents lui donnent 70 000 francs de l'époque. À peu près 10 000 euros d'aujourd'hui. À l'époque, ça valait un petit studio dans Paris. Il faut savoir que les studios étaient beaucoup moins chers à l'époque. Bon. Mais c'était un garçon qui voulait faire architecte, qui était en train de faire ses études. Alors, il y a plein de choses qui l'intéressaient, les filles, le football, les filles, un peu l'architecture, les filles, etc., etc. Bref, il n'était pas très tourné vers les questions financières. Et simplement, il se dit, bon, tiens, ah ben l'or. Voilà. Et il a mis ses 70 000 francs en or. Et puis, la vie a tourné. Il est rentré dans son cabinet d'architecture. Alors, je vous signale que 72, acheter de l'or, c'était idiot. Hein, l'or venait baisser de 30% depuis la fin de la guerre. Hein, on a même un ministre des Finances, qui est devenu après président de la République, qui a lancé en 73 un emprunt indexé sur l'or. C'était bien la preuve que ça valait rien. Hein, bon, ça nous a coûté un peu cher parce qu'il a levé 6 milliards, il a remboursé 104. Il faut le savoir quand même. Hein, voilà, ce sont nos ministres des Finances, ce sont... voilà. Bref, c'était idiot d'acheter de l'or. N'importe quelle idée, il ne faut pas le faire. À l'époque, dans la banque, les banquiers faisaient revendre l'or à leurs clients pour faire des actions, etc., etc. Bref. Et puis, ça avance, il va un petit peu moins à fête, et puis il commence à travailler, et puis, ça y est, il s'est mis avec une compagne, et d'un seul coup, il apprend qu'il va être papa. Alors là, il dit, il faut être sérieux, je vais m'occuper un peu des finances. Et il se souvient qu'il avait placé de l'or, et il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? En 82, donc, il voit que son or a été multiplié par 8. Il dit, c'est génial. Mais c'est génial. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il dit, il n'y a pas photo. Il se souvient d'une soirée où il y avait une copine qui faisait des études d'économie et qui lui avait dit, écoute, mon gars, c'est simple. L'économie, c'est les entreprises. C'est elle qui crée la richesse. Donc, si tu as compris que les entreprises, c'est l'économie, tu as tout compris. Il se dit, mais c'est bien sûr, avec ce souvenir, et il dit, je vais acheter des actions. Sauf qu'on est en 82. Hein. En 82, M. Mitterrand, je vous signale, président de la République, se disait encore marxiste. Hein, on a un peu oublié, depuis. On était en train de décapiter la bourse du tiers de ses plus belles entreprises. Et vous prenez tous les spécialistes de l'époque, et tous disaient, catastrophe, la bourse est morte. J'ai d'ailleurs une anecdote très amusante à ce sujet-là. C'est qu'en 80, je venais juste en 82 d'écrire un livre dans lequel, par un double raisonnement, je disais la bourse française est beaucoup trop basse. Et comme c'était un livre sur le long terme, je disais, dans une étude de long terme, elle est condamnée à monter. Bon, moralité,
Il se trouve que je n'étais pas connu à l'époque, donc je n'avais pas le phénomène d'audience préalable, si vous voulez. Rien dans la presse économique. Par contre, alors 2 pages dans Paris Match, 1 page dans Marie-Claire. Je suis passé à la télé, pour ceux qui se souviennent peut-être encore, juste avant Casimir. J'ai été reçu par Philippe Bouvard à l'époque où il recevait des gens pour boxer, etc. Ce livre, et en fait, ça a été un tabac. Mais rien dans la presse économique, alors même qu'il était préfacé par Jean Fourastier, qui avait eu le coup de foudre. Quel était mon crime? Je disais, la bourse est sous-évaluée, elle est condamnée à monter dans une optique de long terme. Donc vous voyez, cet architecte-là était vraiment pas au fait de ce qu'il fallait faire. Bon. Et puis ça continue. Et puis le temps passe, ils s'associent avec un confrère pour créer un cabinet d'architecture, et ils font des choses passionnantes, etc., etc. Leur cabinet fonctionne. Et un jour, en 99, il y a un assureur, c'est son collègue, qui est son confrère, là, qui l'a fait, son associé, qui l'a fait venir, un assureur vient pour leur parler retraite. Et il leur dit, il faut commencer à préparer la retraite. Parce que vous gagnez plein d'argent, vous en dépensez plein, mais votre retraite, qu'est-ce que vous aurez ? Alors, notre architecte écoute tout ça, et puis demande à son expert comptable, parce qu'il ne s'est jamais occupé de rien. Lui, il avait horreur de ces questions-là. Ce n'était pas le seul, d'ailleurs, dans plein de métiers. Et donc, c'est son expert comptable qui faisait tout, qui suivait son portefeuille. Il demande à son expert comptable. Et l'expert comptable lui dit, mais écoutez, c'est pas mal. Ah, attendez, c'est pas mal, on y arrive. Voilà. Il dit, on était encore en francs, vous êtes à 1 million, presque 2 millions de francs. Autrement dit, il a multiplié sa mise par 25. Il dit, ça va, j'ai pas trop besoin de me faire de soucis. Mais là, il dit, quand même, il faut faire quelque chose. 99, j'ai multiplié par 25, c'est bien, j'ai joué, super. Il ne se rend pas compte, d'ailleurs. Il ne se rend pas compte qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire que personne n'a fait. Et sauf en étant homme politique, vous savez, nos grands dirigeants, si on prend les grands dirigeants même des États-Unis, du Canada, etc., se sont énormément enrichis pendant leur mandat. Les Obama, les Trudeau, etc., c'est assez extraordinaire. Mais si vous n'êtes pas chef d'un grand pays, il n'y a pas possible de s'enrichir comme ça. Donc il ne se rend pas compte. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, j'ai fait de l'or une fois, je vais recommencer. Et il achète de l'or. Il vend tout, il achète de l'or. Et là, il fait 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'en 99, c'était le grand enthousiasme boursier. Tous les économistes, tout le monde disait, l'avenir était une économie de forme différente. On parlait même parfois de nouvelle économie. Et en plus, là, heureusement qu'il avait une bonne relation avec sa femme, parce que quelqu'un qui prend tout son argent et le met sur un seul truc, s'il y avait eu des semblants de disputes, divorces, etc., madame allait chez le juge et monsieur se faisait mettre en tutelle. C'est évident. Le juge acceptait le risque patrimonial. Aucune diversification, une fois de plus. Bon. Cela dit, ça continue. Et puis alors, en 2009, alerte. Son associé fait un infarctus. Alors, ils se disent, bon, c'est vrai, on a bien vécu, mais on travaille comme des fous, etc., etc. On va se prendre un jeune associé. Et on va ralentir un peu. Et là, ils se posent de nouveau la question. Finalement, l'infarctus, c'était pas trop grave. L'associé a continué à opérer, mais ils se sont mis, du coup, tous les deux en ralenti. Et en 2009, ils regardent un peu où on en est. Alors là, il faut encore que je descende. Je ne sais pas les slides l'un derrière l'autre. Donc, il avait mis de l'or, et 2009, il se retrouvait avec 4 millions d'euros maintenant. Tout est traduit en euros, pardon. Oui, c'était 2 millions d'euros. 14 millions de francs, etc. Et il dit pas mal. Et il ne se rend pas compte de l'absurdité du truc. Parce qu'en 2009, le monde est noir. La bourse vient de perdre 50%. La bourse qu'il a quittée il n'y a pas si longtemps que ça, je dire en passant. Bon. Et il ne se rend pas compte, mais là, il décide de prendre une décision financière, parce qu'il en a marre.
il entend à la radio, à la télé, tous les jours, les économistes qui lui font la leçon sur la fin du monde, alors qu'ils n'ont rien vu venir. La reine d'Angleterre a dit la chose la plus célèbre d'ailleurs. Mais pourquoi personne n'avait rien remarqué? Vous voyez, on nous dit que le monde va s'effondrer, qu'on est dans une crise plus que 29, et tous ces gens qui nous parlent de façon très autoritaire, c'est les sachants, nous on n'a pas compris qu'on est en danger, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit avant? Et là, ils disent, zut, moi je refuse. Moi je crois en la vie, je crois en l'énergie, je crois au succès, je mise sur les entreprises. Et là, contre tout le monde, là encore il pourrait se faire mettre en tutelle, il achète des actions. Parce que je peux vous dire, moi j'ai tenu ce langage en 2009, je me faisais assassiner. Quand je disais c'est le moment d'acheter de la bourse, je me faisais assassiner. Des gens très sérieux que vous voyez à la télé ricanaient. Non mais Guy, t'as encore disjoncté. Parce que j'ai souvent disjoncté. Je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure qui vous amusera sur les raisonnements économiques. Bon. Donc, il a acheté, et puis il se trouve qu'en 2014, là, il y a quelque chose qui se passe qui est terrible, c'est que leur jeune associé, avec ce que lui croyait être délicat, leur explique très gentiment qu'ils ont énormément de mérite, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce serait peut-être le moment qu'ils se retirent. Et donc, bon, lui il dit, bon allez on y va, et il va prendre sa retraite. Et là il regarde ce qu'il a, et il a 7 542 600 € en 2014. Bon. Alors je vous pose la question, multiplier sa mise par 750 en une vie de travail, ça existe? Ben non. Personne ne nous l'a dit, ça, ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le moment de vendre, est-ce que c'est le moment d'acheter? Bien malin celui qui sait, parce que si vous saviez, vous seriez capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais qu'en disant ça, je fais plutôt un acte de modestie qu'un acte de savoir. Mais je pense, et c'est l'objet de cette série d'ailleurs sur CyberPP, de dire, bon, on ne sait pas, donc comment être intelligent en intégrant le fait qu'on ne sait pas, et comment gagner de l'argent, et comment réussir en intégrant le fait qu'on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que votre question, elle est très 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 juste, très intéressante, il faut la poser, et en même temps, il faut avoir le courage de dire, bon, ceux qui me répondent à ça, en fin de compte, est-ce qu'ils savent mieux que moi? Parce que sinon, tous les économistes auraient multiplié leur mise par 750 depuis 40 ans. Vous savez, 72-2014, c'est pas beaucoup d'années, hein, c'est 42 ans. C'est juste le nombre de trimestres qu'il faut pour prendre sa retraite. Hein. Oui, pour juste vous faire une toute petite parenthèse sur les approches économiques, à mon sens, incontournables, mais choquantes. Et finalement, c'est le sentier que j'ai choisi. Hein. Vous vous souvenez peut-être qu'en 95-96, hein, notre ami Pierre Sabatier a parlé de démographie et de natalité tout à l'heure, et il en a très 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 bien parlé, j'approuve tout à fait son regard sur ces questions-là. Mais en 95-96, le taux de fécondité en France était descendu à 1,86, 1,87, bref, pas beau du tout. Et à ce moment-là, j'ai expliqué, aucun problème, ça va remonter à 2. Alors, comme j'avais déjà fait le coup sur d'autres choses, hein, j'avais utilisé E.T. comme outil profond de prédiction économique, c'est le film E.T. Finalement, on m'a un peu écouté, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas été vraiment pris au sérieux, mais on m'a écouté quand même cette fois-ci. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est beaucoup remonté. Quel était mon raisonnement? En fait, on sortait d'une période où toutes les actrices voulaient être des femmes libres. Un mec, et peut-être que je le jette, et etc., etc. Et d'un seul coup, vous preniez Télé 7 jours, vous preniez d'autres revues moins honorables, et toutes les actrices de cinéma vous expliquaient qu'elles voulaient avoir un bébé. Mais tu sais, c'est reparti. C'est reparti.
Alors, je suis incapable de vous dire si les artistes sentent l'avenir, pour quelle partie ils le sentent et pour quelle partie ils le stimulent. On imite les habits des artistes, pourquoi on n'imiterait pas le fait de faire des bébés? Donc il y a une proportion entre sentir l'avenir et le préparer, mais ça marche souvent. L'autre exemple qui m'avait coûté un peu cher en réputation, mais après on s'est dit merde, il avait raison, c'est le film E.T. Je me souviens encore, à l'époque, on devait être en début 85. Bon, on sortait d'une période pas brillante, les élections 81, toutes les nationalisations. Bon, pardon ? Les dévaluations. Et les dévaluations. Ah, et les dévaluations, etc. Et à l'époque, le directeur général du Point me demande, bon, bah, Guy, est-ce que vous pensez que la crise est finie? Moi, je dis oui. Ça, quand j'ai une opinion, moi, je dis ouais. Il me dit, ah ouais, alors c'est quoi votre raisonnement? Bah, est-ce que vous avez été voir le film E.T. Ah, ouais. Bah, je lui dis, mais regardez, ça termine bien. On venait d'une période où tous les films américains et européens se terminaient mal. Les héros, ils perdaient. C'était le pessimisme de l'industrie du cinéma. Et d'un seul coup, c'était E.T. le virage, crac, on avait des films qui se terminaient bien. Le moral était revenu. C'est quoi l'économie? C'est les gens qui bougent. C'est le moral. Et c'est pour ça, pour juste atterrir sur le logement, si tout le monde pense que le logement va être une valeur refuge, ben il en sera une. Vous voyez? Alors, je ne vous dis pas que ça ne va pas baisser. Mais je vous dis que c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà. J'espère que ce que je vous ai dit vous permettra de décoder un peu mieux ce que vous entendez ici et là. Autre question? Vous avez là présenté l'immobilier. Alors, bon, c'est la détention d'un actif, ça peut être vu avec de deux façons. L'espoir de plus-value par la revalorisation de l'actif ou la perception d'un revenu par la distribution de dividendes d'un loyer. Et dans le contexte d'inflation, d'augmentation des taux, qu'est-ce que vous pensez du rendement de l'immobilier, donc non pas sur la partie revalorisation de l'actif, mais le revenu perçu, sachant que les revenus de l'immobilier, en tout cas quand ils sont détenus au travers d'une structure AIS, sont passablement taxés. Donc, alors, là vous abordez deux questions. La question capital et revenu et la question taxe. Alors, avant que je dise trop de... Ouais. En fait, d'abord, il faut savoir qu'il y a une chose, il y a un impondérable en économie, qui est la politique. Simplement parce que le gouvernement peut décider des choses qui sont intelligentes, à ce moment-là c'est fabuleux, ou qui ne sont pas intelligentes. Vous savez, pardon ? c'est fréquent. Vous croyez? J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. Vous savez, ce que disait Aristote. Aristote disait que... Alors à l'époque, on parlait des hommes. Hein. Les femmes n'existaient pas, je suis désolé. Il n'y avait pas encore la parité, etc. Mais Aristote disait que certains hommes sont plus mauvais que d'autres. Alors vous avez des noms, hein, j'ai des noms, pas de problème. Et il continuait. Et d'autres sont plus mauvais encore. Et il terminait. Et d'autres, enfin, sont des hommes politiques. Alors, alors je voulais résumer, hein, il le dit plus... Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc on n'est pas dans quelque chose de nouveau. Hein, je suis désolé. Alors, oui, les politiques peuvent décider des taxes, etc. Dans quel sens vont aller les taxes? Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'elles seront intelligentes? Je ne sais pas. Si vous prenez la fiscalité sur le logement, par exemple, elle est complètement à l'emporte-pièce. On n'encourage pas ce qu'on devrait encourager, on pénalise ce qu'on ne devrait pas pénaliser, etc., etc. Donc je ne parierai pas sur l'intelligence des politiques ou des contraintes, parfois. Hein. En revanche, la partie revenu capital, là je peux répondre. En réalité, puisqu'on est engagé dans une transition écologique,
il y aura beaucoup plus de frais pour adapter le capital. Donc, globalement, pour l'instant, je prends un univers calme. Globalement, il n'y a plus de raison qu'il y ait de plus-value structurelle. Vous voyez, aujourd'hui, vous jouiez avec des fléchettes, enfin, toutes ces dernières années, vous preniez un jeu de fléchettes, tac, vous envoyez une flèche sur la carte de France, vous achetiez, et vous progressiez, pas de problème. La tendance globale, elle est terminée. Il n'y a plus de raison de plus-value. Parce que la démographie se calme, parce que des travaux importants pour maintenir l'état du patrimoine, etc. Donc, dans un univers supposé calme, la valeur clé de l'immobilier sera le revenu. C'est ça qu'il faut compter. Hein. D'autant plus avec les questions de retraite, etc. Alors, maintenant, si l'univers est brutal, là, c'est pas la peine de calculer des indices. S'il y a une forte inflation, les mouvements de prix ne veulent plus dire grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que selon toute logique, enfin ce qu'on peut prévoir, c'est que dans toute logique, s'il y avait vraiment une grosse tempête, les valeurs immobilières pourraient être secouées si quelqu'un veut vendre en cours de route. Mais à la sortie, elles retrouveront leur place. Par contre, pendant, si la récession n'est pas trop grave que les locataires peuvent payer, etc., normalement, le flux de revenus doit continuer. Et c'est pour ça que les grands portefeuilles me plaisent, les portefeuilles de SCPI qui sont diversifiés, qui ont des marges de manœuvre, me plaisent parce que, à la limite, vous avez l'immobilier, et vous avez l'immobilier détenu dans des fonds qui est plus inerte encore que l'immobilier lui-même. Hein, mais sur la terre, on est bien d'accord, dans l'économie réelle. Hein, ça répond à votre question ? Oui. D'accord. Sachant que vous parlez des SCPI, mais les SCPI, bon, elles sont thématiques. Si vous prenez les SCPI de bureau, aujourd'hui, on a le télétravail et autres, qui fait que... On est dans un monde qui bouge. Hein. Cela dit, une SCPI de bureau qui verrait qu'un certain nombre de ces bureaux commencent à être vides, etc., elle peut toujours vendre. Elle ne vendra peut-être pas très bien, mais elle vendra. Donc, l'aspect diversification quand même. Et puis, vous avez pu peut-être prendre une SCPI bureau, une SCPI commerce, une SCPI ceci, cela. Donc, la diversification a un sens. Hein. Non, vous savez, le principe de la diversification, mais ça, je pense que Grégory Leclerc a dû vous l'expliquer. Le principe de la diversification, c'est de dire « je ne sais pas ». Vous voyez, le Covid a été une loterie avec des billets gagnants et des billets perdants. Et notamment, l'hôtellerie et le commerce, personne ne s'attendait à un pépin là-dessus. Je peux vous dire que les 6 dernières crises des bureaux, le commerce a complètement échappé. Et boum, là c'était terrible pour le commerce. Donc, on diversifie parce qu'on ne sait pas. Et il y aura des mauvaises surprises et il y aura des bonnes surprises. Une dernière question ? France ou l'étranger ? Ah ! Alors, c'est ce que M. Macron a oublié de dire récemment. En fait, si vous voulez, on a un vrai problème en France. Bon, d'abord, le problème est mal analysé. Hein, je ne vais pas vous dire ici ce que j'ai dit dans un papier qui vient de sortir, et en radio et sur Pierre Papier. Si on comprend le système des retraites, il n'y a que de l'à peu près des mensonges dans tout ce qu'on a entendu sur les grands médias récemment. Hein. On n'est pas en France par répartition. Le problème, ce n'est pas l'allongement de la vie, c'est les régimes spéciaux, etc. etc. Bon. Mais surtout, il y a plus simple et plus profond. C'est qu'en France, et c'est la grande omission du débat sur la retraite, on va payer la retraite de la sécurité sociale, on va payer bien sûr la retraite de nos salariés et cadres, on va payer la retraite des régimes spéciaux, on va payer la retraite des Allemands, la retraite des Hollandais, la retraite des Anglais, la retraite des Suédois, des Norvégiens, des Américains, des Japonais, des Chinois maintenant. Tous ces fonds qui viennent acheter en France des entreprises ou des immeubles, c'est quoi ? Ils achètent du capital chez nous. Et c'est nous qui allons payer des rentes vers leur système de retraite. Pourquoi ? Parce que nous, on n'ose pas dire ce que tous ont réfléchi explicitement. Notre économie ne pourra pas payer nos systèmes de retraite. Les Américains le savent,
que leur économie ne pourra pas payer leur système de retraite. Les Japonais le savent. Etc., etc. Donc, quelle est la solution? Aller les faire payer par les autres. Et nous, Français, on est l'endroit où tout le monde vient, parce qu'en plus, on a des immeubles remarquables, on a une région parisienne, Île-de-France, qui sera bientôt un grand Paris tout à fait remarquable, et donc les gens viennent acheter chez nous. Alors Lyon aussi, Marseille aussi, etc. Donc, il est temps d'aller acheter à l'étranger. C'est-à-dire d'aller chercher des loyers allemands ou des dividendes allemands pour payer nos retraites à nous. Donc dans votre épargne, oui, achetez le maximum à l'étranger. Ça, c'est de la vraie diversification. Et en plus, c'est une œuvre de salut national. D'accord? Je suis désolé, c'est pas ce que vous entendez, mais c'était mon rôle un peu aujourd'hui de vous dire ce que vous n'entendez pas. Moi, je trouve, si on voulait vraiment résoudre le problème de retraite, d'abord, on viserait une seule chose, les régimes spéciaux. D'ailleurs, c'est ceux qui font grève, hein, ils ont bien compris qu'on les vise un petit peu, même si on n'ose pas s'y attaquer. Et deuxièmement, on donnerait un avantage fiscal fracassant à tous ceux qui épargnent hors de France. C'est le seul moyen de sauver nos retraites aujourd'hui. Bon, vous avez compris pourquoi je passe par la télé à BFM TV. Hein? Voilà. C'est bon? Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis, j'espère que notre matinée à deux avec Pierre vous a intéressé. Voilà.